Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'actualité entre la France et l'Ukraine pour ce qui est de notre soutien national à l'armée de l'air ukrainienne. Deux gros sujets. Le premier, c'est le macaronnage, la cérémonie de fin de formation pour une petite dizaine de pilotes ukrainiens. Cela a eu lieu sur une base du Sud-Ouest. Comme toujours, l'armée de l'air et de l'espace nous a fait un communiqué, nous a partagé des photos, nous a également partagé une vidéo d'une petite quarantaine de secondes qui n'est pas avare en informations. Spoiler alerte, on y voit un Alpha Jet canadien et on y voit des civils, anciens militaires, formateurs pour ces Ukrainiens. Deuxième sujet d'actualité, c'est à l'occasion des 80 ans de l'anniversaire des essais en vol de la Direction générale de l'armement, une petite phrase, deux pour être précis, ont été données au magazine Sud-Ouest qui nous renseigne sur le fait que oui, la France va bien donner des Mirage 2000-5F, donc des aéronefs que l'on utilise dans notre armée, et qu'ils vont, pour certains, être modifiés avec des capacités air-sol. Allez, juste après le jingle, on rentre dans ces deux sujets d'actualité qui font le début d'automne. Jingle. Il faut être franc, aux commandes de ce genre d'avion, vous n'avez pas vraiment droit à l'échec. Et on a dû faire évoluer notre culture de la sécurité dans l'aérien, tout simplement pour rentrer vivant à la maison le soir, accomplir la mission et blesser personne au sol. Ce que je vous propose, c'est d'apprendre et de profiter de notre retour d'expérience dans l'aviation de chasse, mais également dans l'aviation de ligne, retour d'expérience qui peut vous faire gagner des années et surtout qui peut impacter votre cerveau et celui de vos collaborateurs de manière un peu différente par rapport à la sécurité et vous permettre d'avoir le déclic qui va bien. Allez, je vous dis à très vite en formation et d'ici là, fly safe. Alors premier sujet, ces images, le macaronnage, quelque chose d'assez classique qui avant se faisait à Tours, après les pilotes français allaient toujours sur Alpha Jet à Cazaux, juste à côté, à quelques kilomètres d'ici. Là, comme nous l'avons vu dans d'autres vidéos, les pilotes ukrainiens, des tout nouveaux, des bébés pilotes, ont été sélectionnés, sont partis en Angleterre, y ont fait leur formation initiale, après arriver pour la transformation sur réacteur dans le Sud-Ouest, environ 80 heures de vol, et là, de ces images, vous voyez des hommes en noir. Sorry. Mais pas besoin de mettre le flash, car c'est un contrat qui est connu, qui a plusieurs dizaines de millions d'euros, qui est en collaboration avec le Canada et qui sous-traite en partie SDTS, qui est une entreprise française qui vient aider avec des pilotes, avec des avions de combat, à l'entraînement de nos forces. Moi, j'ai pu voler contre eux en super étendard, j'ai pu voler contre eux en rafale, ce sont des anciens de la boutique, et qui vont également entraîner par exemple, nos navires à la mer, donc SDTS, avec de nombreux avions. D'ailleurs, on étudiera certains de leurs accidents, heureusement qu'ils sont bien terminés, mais qui ont été traités par le BEAE, le Bureau d'enquête analyse étatique. Et de l'autre côté, Top Aces, très connu en Amérique du Nord, canadien, avec de l'Alpha Jet. Et regardez, au fond à gauche, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Oui, un Alpha Jet aux couleurs canadiennes en France. Tabernacle! Forcément, ça fait plaisir aux franco-canadiens que je suis. Pour la petite histoire, ils en ont également en Allemagne et forcément en Amérique du Nord. Et ils ont également Top Aces, ils récupèrent des F-16. Toujours est-il, ces images nous permettent donc de voir qu'il y a un effort d'externaliser, en partie en tout cas, cette formation, car d'un point de vue ressources humaines, comme vous le savez, notre format d'armée de l'air et de l'espace n'est pas forcément trop staffé à l'heure actuelle. Ces jeunes élèves pilotes, qui n'ont donc aucune qualif opérationnelle, vont devoir apprendre leur vecteur, leur nouvel avion. Est-ce qu'ils vont être envoyés sur Mirage 2000? Est-ce qu'ils vont aller sur F-16? On ne sait pas encore. S'ils vont sur F-16, en Roumanie, il y a une grande école de formation qui s'y est montée avec, encore une fois, du personnel civil, anciens militaires. Ils recherchent des instructeurs qui avaient par exemple 2000 heures de chasseurs sur F-16 de préférence pour y former des Roumains, mais également forcément les Ukrainiens. Ils cherchent également des mécaniciens. Vous avez toutes les annonces en fait sur Internet, il n'y a qu'à regarder. À côté de ça, les Mirage 2000-5. Alors, qu'est-ce qui est sorti dans Sud-Ouest? Je vais vous lire la phrase. Le 18 septembre dernier, une partie, je cite, des Mirage 2000-5F, donc les Français, que la France compte livrer à l'Ukraine, seront transformés à Cazaux
et ce, afin de les doter de capacités de tir sur cible au sol. Je pense que c'est assez clair. C'est donc que, suite aux annonces faites le 6 juin, pas 44, mais 2024, par le président Macron, qui était question de livrer des Mirage 2000-5, qui sont nos avions de défense aérienne. Au SIGOM, quelques-uns sont également à Djibouti, où ils ont pu participer à certaines opérations. Eh bien, il semblerait que leur état final recherché ne soit pas que de défendre l'espace aérien, comme il en était question en juin, mais également de pouvoir frapper au sol. Ce qui est, il faut être franc, assez logique. Pourquoi? Eh bien, parce que le Tiré-5 a des versions export légèrement différentes qui existent, et qui lui permettent d'emmener, par exemple pour les versions grecques, de la M39. Vous avez également les versions Tiré-9 qu'utilisent les Émirats, où là c'est un mini Rafale avec de grosses capacités air-sol. Et si on regarde vraiment ce qui pourrait aider les Ukrainiens, en fait, la liste est assez simple, et je vous propose qu'on se pose les bonnes questions. Vous allez recevoir quelques Mirage 2000-5, on va vous les envoyer, on peut faire des mises à jour. Qu'est-ce que l'on vous met? La grande question, de la bombe guidée laser avec un pod. Personnellement, ce ne serait pas du tout ma priorité. Pourquoi? Parce que pour pouvoir tirer laser, par exemple de la GBU-12, il faut un pod, mais vous devez avoir un illuminateur. Soit l'illuminateur est au sol, coordination avec les forces spéciales, beaucoup de travail, pas de brouillage de fréquence, c'est pas simple. Soit, eh bien, c'est vous qui illuminez votre cible, mais pour ce faire, vous ne pouvez pas rester à basse altitude. Or, nous l'avons vu que sur ce conflit de haute intensité, si vous montez, vous risquez de vous faire prendre en chasse par des missiles qui viennent du sol ou qui viennent de l'air. Donc, c'est pas forcément une bonne situation d'avenir. Comme on veut pas mourir pour tirer une bombe de 250 kg, je pense personnellement que pod plus bombe de 250 kg, c'est pas en haut de la priorité. Je veux pas dire que c'est pas bien, ça peut être utile, mais en haut de la priorité, vous allez avoir le scalp, pouvoir ouvrir le feu avec du scalp. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, les scalps sont tirés par du Sukhoi 24. Avoir un Mirage avec peut-être une bonne interface pourrait peut-être leur faire gagner un petit peu d'efficacité dans la liaison entre le missile et le porteur et l'avion. Donc le scalp pourrait être intéressant et ça augmenterait le nombre de vecteurs, ce qui permettrait de faire des frappes encore plus saturantes, d'avoir plus de scalps tirés sur une seule salve, car vous avez des Sukhoi 24 et des Mirage 2000 qui vont tirer. L'autre point, et là je pense plus important au vu des stocks que l'on peut fournir, eh bien ce serait les A2SM. J'en ai tiré un paquet en Irak. L'A2SM, c'est quoi? C'est un armement de 250, de 500 kg qui, grâce au GPS, va pouvoir trouver la cible et la taper, et ça marche très bien. Petit bonus, vous avez un kit d'augmentation de la portée à l'arrière qui vient s'allumer s'il y a besoin et qui va propulser votre bombe plus loin. Ce qui vous permet de cocher toutes les cases en termes de précision, de guidage autonome et derrière, eh bien, de survivabilité pour le porteur. Pour faire simple, vous connaissez maintenant Fox 1, Fox 2, Fox 3. Fox 1, je tire à mon missile, il faut qu'avec mon radar, j'illumine la cible en permanence. C'est la GBU-12, c'est du laser. C'est bien, mais c'est pas le mieux. L'A2SM, c'est comme le Fox 3, le tir et oubli. J'envoie ma bombe et je peux faire demi-tour. C'est quand même beaucoup plus confort et je pense que si vous voulez aider au sol, c'est le plus efficace. Surtout, et là j'insiste, que vous pouvez probablement avoir une interface qui va vous permettre de mettre les coordonnées en temps réel. Là où à l'heure actuelle, c'est peut-être, on ne le sait pas en source ouverte, un peu plus compliqué pour ce qui est en temps réel de mettre des coordonnées sur des cibles d'opportunité ou pour aider des forces spéciales au sol. Donc ça permettrait de réduire la durée entre le moment où vous avez une demande de frappe et le moment où la bombe impacte. Les armées occidentales, on a beaucoup travaillé dessus en Afghanistan, en Irak. On avait réduit cette boucle à quelques minutes, grand maximum. C'est très efficace et ça ferait gagner d'un point de vue opérationnel. Maintenant, là où ils tirent les bombes, c'est un autre débat que je ne compte pas couvrir sur cette vidéo qui se veut technique, vous permettre de mieux comprendre ce qu'on peut faire avec ce matériel. Alors juste pour revenir un tout petit peu sur Mirage 2000, les Français, donc on va en tout cas en partie livrer, mise en service fin des années 90, début des années 2000, ça a donc 25 ans. Au début c'était sur la base de Dijon, c'est notre premier tireur Fox 3 avec le Mika, le missile d'interception et de combat et d'autoprotection. Je vous rappelle quand même que sur Mirage 2000, vous avez du canon 30 qui peut être utilisé également contre le sol. Et maintenant, ils sont sur la base de Luxeuil et à Djibouti. En termes d'opérations de combat, ils ont connu la Libye en 2011, le raid Hamilton en 2018, où c'est un peu eux qui sont rentrés devant et qui ont
libérés, qui ont fait ce qu'on appelle de la sweep, qui ont balayé devant les Rafales qui allaient faire les frappes et les autres aéronefs. En 2016 et depuis 2016, ils ont beaucoup participé à la protection des États baltes, mais également l'opération Sagittaire avec l'évacuation du Soudan, dont on ne parle, je pense, peut-être pas assez. Je vous rappelle qu'au Soudan, il se passe des choses. On est en source ouverte entre 18 et 150 000 morts, la fourchette est assez longue, mais il y a la guerre là-bas, on a dû faire une opération militaire pour évacuer nos ressortissants, et on serait dans les 10 millions de déplacés quand même. Comme je vous l'ai dit, le Tirré 5 s'est vendu à l'export, en Grèce, au Qatar, à Taïwan, ils en ont perdu un d'ailleurs récemment. Gros souci quand même à Taïwan autour de la maintenance de leur Tirré 5 DI et EI, pas mal décrié à cause du prix de maintenance et de la faible MCO. C'était un sujet autour des années 2010 qui a été un peu réglé depuis. Il faut savoir qu'ils n'ont pas une disponibilité qui est folle et c'est toujours ça le talon d'Achille d'aller vers une flotte hétéroclite. Il faut les maintenir en vol, ces avions. Pour la petite histoire, le Tirré 5 a eu un kill et contre un F-16, c'était le 8 octobre 1996, ça a mis beaucoup de temps à sortir, et en fait, accrochez-vous bien, parce que là, c'est vrai, mais c'est dur à croire, le pilote du Mirage 2000 s'appelait Thanos. Si vous connaissez un peu les Avengers, vous devez apprécier. Et en face, il y avait 2 F-16 et 4 F-4 qui faisaient une mission d'entraînement anti-système au sol près des îles de Chios. Pas de blague sur ce nom. Les Grecs ont envoyé donc en mer Égée 2 Mirage 2000, il y a eu interception, il y a eu dogfight, sauf que, contrairement à d'habitude, eh bien là, il y aurait eu ouverture du feu avec un Magic 2, donc c'était très proche. Que ça s'enroule, c'est régulier, que ça aille jusqu'à ouvrir le feu, c'est beaucoup moins classique. Et pour la petite histoire, quand les avions s'enroulent entre Grecs et Turcs, généralement, ils ne larguent pas les bidons, donc ça s'enroule pour la forme, mais sans penser que vous risquez votre vie. Eh bien, ce jour-là, Thanos a ouvert le feu et a abattu le pilote du F-16 qui s'appelait, accrochez-vous bien, Neil Erdogan. La place arrière a pu s'éjecter et a survécu. Le corps du pilote n'a jamais été retrouvé. Il aura fallu attendre plus de 10 ans pour que cette histoire sorte en source ouverte. Donc, en définitive, on en revient à notre sujet, les Mirage 2000-5F qui vont pouvoir faire de l'air-sol. D'un point de vue purement opérationnel, eh bien c'est du plus pour les Ukrainiens. Il faut appeler un chat un chat. Je pense personnellement que ça va être vecteur de scalp, vecteur également d'A2SM en priorité. Nous avons vu toutes les difficultés à pouvoir faire du laser. C'est pas impossible, hein, mais je pense juste que c'est prendre un risque supplémentaire et au vu de la volonté de préserver le matériel, ce serait plus logique de leur donner des A2SM. Après, l'autre question qui se pose, c'est est-ce que l'on va pouvoir ouvrir d'autres points d'emport? Un des retours d'expérience en mer Rouge pour les Américains sur Super Hornet, c'était qu'il fallait changer les capacités d'emport pour pouvoir prendre plus de missiles courte portée, les Sidewinder. Il va y avoir une flotte hétéroclite en Ukraine. Un des moyens de réduire la problématique serait d'aider l'interopérabilité des armements. Je m'explique. Pouvoir emporter sur Mirage 2000 des Sidewinder et encore mieux des JDAM. À voir si l'ouverture de JDAM et de Sidewinder se fait sur Mirage 2000 et s'il y a capacité, par exemple, à prendre 4 Sidewinder ou 4 Magic 2, pourquoi pas sur ces Mirage 2000, afin de pouvoir traiter des drones ou des missiles de croisière sans y laisser un Mika qui coûte quand même assez cher à chaque fois et qui ne mérite pas d'être tiré sur un petit drone. Là où un Magic 2 ou un vieil AIM Nafel pourrait très bien faire le job. Donc il faudra surveiller également s'il y a ouverture de domaine pour des missiles américains ou pour nos fins de stock, par exemple de Magic 2. À côté de ça, les points négatifs, on en a déjà parlé sur cette chaîne, je reviens rapidement dessus, c'est le fait d'avoir une flotte hétéroclite. Voilà, donc peut-être aller vers de l'armement qui soit mis en commun pour que ça soit un peu moins pénalisant, puis également parce qu'on n'a pas forcément des centaines de Mika à pouvoir fournir. Ensuite, c'est un avion qui approche assez rapidement quand même, 140, 150, voire 160 nœuds, 160 nœuds en source ouverte. Ça va vous poser des soucis en termes de distance de piste et de revêtement. Pour ce qui est de la formation, le Mirage 2000, c'est pas forcément évident parce que vous avez une aile delta, pas trop présent chez les avions anciennement soviétiques. Il y a 2-3 petits pièges, mais sinon ça reste un excellent aéronef. Maintenant, la grande question qui est celle de l'impact sur l'armée française. En source ouverte, ils ne nous ont pas vraiment communiqué le plan de retrait. Est-ce que ça serait des vieilles cellules qui remettent en état, ce qui serait le plus logique pour éviter un impact d'un retrait de capacité anticipé pour les forces françaises. Ce que l'on sait, c'est que la France avait quand même un paquet de Mirage 2000-5. Enfin, quand je dis un paquet, c'est pour la France, hein, on en avait 37 au début. Maintenant, source ouverte, on en aurait 29, mais vraiment une dizaine en état de vol. Est-ce qu'ils vont récupérer des cellules anciennes, les remettre en état ou signer un papier en disant pouf, par magie, elles peuvent faire 1000 heures de plus parce que c'est un contexte très particulier et on abaisse un petit peu les standards de maintenance?
Tout est possible, tout a forcément été étudié. Maintenant, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que c'est un monomoteur comme le F-16 et que le talon d'Achille de ces avions est et sera toujours le maintien en condition opérationnelle. Et cela est dicté par la qualité des hommes et des femmes qui passent leur nuit à entretenir ces avions. Le dernier point sera également le fait que ça rajoute un avion dans l'espace aérien ukrainien. Nous avons vu les difficultés de coordination. Il va vraiment falloir qu'il y ait du travail de coordination, d'autres ondes de radar, une bibliothèque de guerre électronique qui va être différente de celle du F-16, donc beaucoup de travail pour la guerre électronique. Maintenant, si vous vous posez la question de la présence d'instructeurs en territoire ukrainien ou de personnel en territoire ukrainien, je voulais terminer en vous expliquant comment l'US Air Force est en train de pallier à son manque de pilotes retraités qui forment les pilotes d'active. Donc je m'explique. Moi, quand j'ai fait ma formation aux US, mes moniteurs simulateurs étaient des pilotes retraités qui étaient maintenant contracteurs et qui nous formaient. On avait un pilote retraité par pilote, élève pilote militaire, qui s'occupait de nous. Eh bien, à l'heure actuelle, ils sont en train de tester des dispositifs où un retraité contracteur en télétravail peut gérer 3-4 séances de simulateur en même temps. Donc nous en sommes là. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est plutôt facile en 2024, à distance, de pouvoir briefer, de pouvoir aider, de pouvoir accompagner des personnes sans venir en physique. Forcément, ça se fait avec les drones, ça se fait également maintenant avec les simulateurs, ça se fait même en médecine, nous l'avons vu, des opérations à des centaines de kilomètres. Donc on peut même imaginer de l'aide à la maintenance en télétravail d'une certaine manière, si je peux dire. Allez, je vous dis à très bientôt, excellente semaine. Les volets se ferment, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille au lit. Fly safe.